1, 2, Freddy te coupera en 2. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton gros zizi. Ah, une petite douceur comme ça pour commencer la journée. De quoi on parle aujourd'hui? Le cinéma d'horreur représente pour l'année 2022 plus d'une centaine de sorties qui sont réparties entre nos magnifiques salles de cinéma aux sièges rouges plutôt confortables et plutôt moelleux pour nos fesses, sans oublier les sorties streaming exclusives à certaines plateformes et évidemment les nombreuses séries. Et je sais pas pour vous, mais voir tous ces titres défiler à l'écran, bah ça me donne presque mal au crâne. Ah ouais non, ça me donne envie de vomir. Non, en vrai, j'abuse complètement. C'est même totalement l'inverse. Il vaudrait mieux sortir le Bourbon, tellement cette année 2022 a été profondément excellente pour la culture de l'horreur. Tout d'abord, on observe un retour en force des franchises populaires qui ont bercé l'identité même du genre. Que ce soit Scream qui a ouvert le bal en ce début d'année 2022, mais aussi des œuvres plus inattendues comme le retour de Massacre à la tronçonneuse sur Netflix, ou encore le nouvel opus d'Hellraiser dont la sortie française semble toujours aussi incertaine. Sans oublier des confirmations comme le dernier opus d'Halloween ou la deuxième saison de Chucky. Et donc lorsqu'on observe l'ensemble de ces licences, et bah sans déconner, il manque plus que Freddy, Jason ou encore Jigsaw et on obtiendrait un tableau presque complet des plus grandes icônes de l'horreur. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Et pourtant, ce sont bel et bien ces franchises iconiques qui divisent le plus. Ce sont celles qui sont le plus remises en cause et on ne va pas forcément donner tort aux critiques. Quand il y a une grosse excitation vis-à-vis de ces icônes du cinéma d'horreur, quand il y a une forte attente, eh bien généralement c'est là où il y a le plus de déception à la fin. Entre le 5e opus de Scream, qui est bien souvent mis en bas du classement de la franchise, ou encore le Massacre à la tronçonneuse de Netflix qui n'a pas du tout fait l'unanimité, sans parler d'Halloween Ends dont la réception a clairement été désastreuse. J'ai rarement eu autant envie de me défenestrer, je n'en pouvais plus, c'était interminable. Ouais, ces icônes elles divisent pas mal, et elles ont été plus une déception cette année qu'autre chose. Et ça a été un procédé assez similaire avec le dernier opus en date de Hellraiser. Alors tout le monde s'accorde à dire que ce film, eh bien il possède un véritable univers, que c'est plutôt encourageant, qu'il y a une part plus fantastique encore qui est plutôt intéressante, également une part importante de tout ce qui est costume, maquillage, avec un vrai savoir-faire et avec une volonté artistique qui était derrière. Mais en même temps, il est sans cesse comparé au premier parce que le premier était tellement subtil, tellement plus mature et il n'hésitait pas à partir extrêmement loin dans des sujets, notamment tout un tas de thèmes assez sexualisés qui étaient quand même pas mal dérangeants pour l'époque. Quelque chose que évidemment nous ne retrouvons absolument pas dans le dernier opus en date de Hellraiser, ce qui entraîne évidemment une forme de déception et une forme de remise en cause qui je trouve est plutôt légitime. Ouais, les gens veulent qu'on parle de sexe, mais c'est pas moi qui décide encore une fois. Et c'est un constat similaire pour le dernier opus de Jeepers Creepers, sorti dans une discrétion complète, alors que le premier est pourtant considéré comme un film profondément culte, et bien ce nouvel épisode n'a pas réussi à créer de l'engouement autour de lui. Et c'est la même chose du côté de Easter 2, les origines du mal. Et sinon, qui se souvient de la série Resident Evil qui était disponible sur Netflix? Personne, vraiment personne. Et donc la question que je me pose, et c'est ce qu'a mis en lumière l'année 2022, c'est de savoir si ces franchises, avec de véritables icônes du genre, avec de véritables boogeyman, de savoir si elles sont toujours aussi pertinentes, à la fois pour les fans et en même temps pour un nouveau public. Est-ce que ça fascine autant toujours les foules, d'avoir un nouvel opus de Scream, de retrouver Ghostface, de vouloir retrouver Freddy, Jason, Michael Myers, Pinhead, Hellraiser, enfin bref tous ces univers qui sont complètement loufoques et qui sont vraiment importants pour la culture de l'horreur. Est-ce que c'est toujours pertinent de vouloir sans cesse leur retour, et est-ce qu'en fin de compte cette année 2022 prouve pas que c'est toujours une forme de déception lorsqu'ils reviennent, et on sent également une forme de désintérêt vis-à-vis du nouveau public, de toutes les personnes qui sont en train de commencer les films d'horreur, qui sont beaucoup moins fascinés et qui sont beaucoup moins attirés par ces univers iconiques comme Scream, Halloween, etc. Et si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que cette année, on voit que ce qui ressort le plus et qui a surtout satisfait encore plus les fans, ce sont véritablement les nouveautés. Ce sont les nouveaux univers, les nouvelles œuvres, quelque chose qui est inédit. Les nouveaux univers ont la cote et réussissent à attirer des spectateurs de par leur concept plutôt original. Il suffit d'observer le succès de Smile, qui est sans doute le film d'horreur le plus rentable de l'année, qui a su brillamment utiliser une idée tournant autour d'un simple sourire, tout en utilisant une campagne de promotion plutôt fascinante et complètement inventive.
Les Américains, quand ils lançaient un match de football, eh bien ils pouvaient voir en arrière-plan dans le public, dans les spectateurs, eh bien ils voyaient des personnes qui souriaient de façon complètement disproportionnée et de façon absolument terrifiante. Et évidemment cela faisait le buzz sur Twitter, les gens se renseignaient de plus en plus et en fait ils se rendaient compte que ce n'était pas de véritables personnes, mais que c'était des acteurs qui étaient payés pour faire en quelque sorte la propagande, la promotion plutôt, parce que la propagande c'est autre chose, on va pas rentrer dans ce débat là, et bien que c'était tout simplement des acteurs qui étaient payés pour faire participer une sorte d'événement et faire la promotion du film d'horreur Smile. Une méthode de promotion que je trouve absolument divertissante, qui commence par le mystère, qui amène les spectateurs à se poser des questions avant même d'être allés tout simplement voir le film, ou si ce n'est que ça se trouve ils ne connaissaient pas du tout ce film avant de voir ce match de baseball, et bien cela crée une sorte d'événement, cela donne un côté crédible à cette œuvre, comme si les mecs qui sourient, ils existent véritablement dans notre monde, et puis au fur et à mesure, en se renseignant, ils découvrent ce que c'est que le film Smile, et il va peut-être aller le voir en salle. C'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, très intelligent et qui nous intègre encore plus dans une véritable expérience qui dépasse complètement le cinéma et surtout qui paraît encore plus crédible quoi. C'est vraiment, ça se passe dans notre monde, sans oublier des films comme Black Phone ou encore Nope, qui ont attiré et séduit de nombreux spectateurs à travers le monde, par le simple fait qu'ils possèdent un univers et par conséquent un concept qui leur est propre, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qui ressort de ces films, c'est qu'il faut proposer aux spectateurs des choses dont ils n'ont pas l'habitude de voir dans les films. Et de façon personnelle, le plan de la maison complètement ensanglantée de Nope est sans doute la chose qui m'a le plus marqué de l'année. Ouais, si on met de côté le dernier Batman, parce que Matt Reeves, depuis la planète des singes, c'est vraiment le roi du monde. Enfin bref. Ouais mais non, mais on s'égare complètement là. Je rajouterai également les succès d'estime de l'année, notamment Censor, qui est un petit bijou rendant hommage au cinéma d'horreur et à l'ambiance typique des cassettes vidéo et des vidéoclubs. Progressivement, l'œuvre se transforme peu à peu en film d'horreur plus psychologique, où le personnage principal se nommant Enid est confronté à un film gore lui rappelant son tumultueux passé. Comme si avec ce simple film d'horreur, elle était confrontée à sa propre réalité. Bizarre mais complètement fascinant. Sans oublier She Will, qui est un film d'horreur plutôt récent, qui a également été pas mal marquant, et on oublie également quelque chose qui est quand même assez primordial et qui a été un événement plutôt marquant et qui prouve que les franchises iconiques peuvent revenir de façon assez prestigieuse, et bien c'est tout simplement Prey, de la franchise Predator, qui montre à lui tout seul que le mélange entre l'horreur et la science-fiction, ça peut être quelque chose d'incroyable et qu'il en faut absolument plus. Le grand public, il semble de plus en plus séduit par l'horreur. Le genre inspire des réalisateurs qui ont cœur à proposer des ambiances plus matures et sombres, à des œuvres pouvant séduire des publics qui ne sont pourtant pas vraiment friands de ce genre de film. Il suffit de voir Stranger Things, dont la dernière saison était clairement tournée vers une dimension plus horrifique que les précédentes, allant carrément jusqu'à reprendre le concept même de Freddy Krueger pour l'adapter au code de l'univers. Mais de façon encore plus surprenante, on retrouve même de l'horreur dans des films comme le Batman de Matt Reeves, où la scène d'introduction est clairement construite comme un hommage au genre du slasher, avec un tueur masqué s'infiltrant mystérieusement dans un domicile jusqu'à ce que le drame se produise. Sans oublier la série Dahmer, qui a quand même fait pas mal parler d'elle et qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Et ça permet de faire découvrir un prisme de l'horreur différent. Tu vois, c'est différent d'un Conjuring, c'est différent d'un Freddy et j'en passe. C'est un prisme de l'horreur qui est spécifique, une nouvelle section sur ce magnifique éventail que représente le genre. Mais ça permet justement de faire découvrir l'horreur à des personnes qui ne regardent pas pour autant tout un tas de franchises et qui ne regardent jamais de films d'horreur, mais qui sont fascinés par les tueurs en série ou qui aiment tout simplement une dimension plus proche du thriller. Et puis même, il y a qu'à voir le carton des vidéos YouTube, de tout ce qui concerne les vidéos de créateurs qui parlent de creepypasta, les traits d'horreur de Squeezie, les vidéos urbex dans des lieux hantés, les chasseurs de fantômes, enfin, c'est des trucs qui ont vraiment la cote et qui fonctionnent plutôt bien sur la plateforme de YouTube. Ouais, les gens sont fascinés par l'horreur de façon beaucoup plus large qu'auparavant. Et il y a aussi les connards qui parlent de films d'horreur toute l'année. Et merde. Et tellement cela devient populaire, des œuvres plus indépendantes, qui ont pourtant beaucoup moins de budget que les franchises connues ou soutenues par de gros studios, elles réussissent malgré tout à sortir de la surface de l'anonymat, allant même jusqu'à connaître un joli succès d'estime et un petit succès commercial. Je pense notamment à The Sadness. On se rend pas compte du miracle que cela représente qu'une œuvre comme celle-ci sorte en France, dans nos salles, ou encore de Terrifier 2 qui arrive bientôt, une œuvre indépendante avec des créateurs souhaitant s'amuser avec un cinéma
beaucoup plus artisanal. Sans oublier X, Pearl, Men, Ego ou encore Occhialinelli de Lavafanco. Et si en dehors de ces films nous rajoutons l'ensemble des œuvres horrifiques sorties, eh bien nous obtenons quelque chose de varié, prouvant que l'année 2022 est sans doute l'une des plus diversifiées et sûrement l'une des plus originales pour le genre. Ah putain, et j'ai oublié le meilleur film d'horreur de l'année. Arthur Malédiction quand même. Mais alors la question qu'on pourrait légitimement se poser c'est, c'est quoi la suite? C'est vrai, avec une année aussi riche que 2022, est-ce qu'il est possible d'avoir des attentes et des œuvres encore plus fortes dans les années à venir? Déjà on remarque que 2023 ne sera pas du tout avare en retour de franchises iconiques. Entre un Scream 6 se déroulant à New York, un Evil Dead Rise plus riche en hémoglobine que jamais, ou encore le retour de Vendredi 13 et de la franchise The Saw avec le clown Gripsou, Pennywise, logiquement, on a de quoi faire quand même. C'est également le retour de la franchise L'Exorciste, avec aux commandes David Gordon Green, le réalisateur des derniers opus de Halloween, mais également d'un nouvel opus de Saw, avec le véritable acteur qui incarne Jigsaw, qui semble être une sorte de préquel. En même temps, il est mort dans le film, donc c'est forcément un préquel. Et surtout, le plus important, c'est qu'on va voir le retour de la franchise En eau trouble, avec le deuxième opus de Meg, avec l'acteur Jason Statham, qui va défourailler du requin à main nue. Et voilà, c'est ça le cinéma que j'aime. Et pour terminer, en dehors d'une année s'annonçant extrêmement excitante, je dois admettre que c'est plutôt du côté des jeux vidéo que l'horreur va sans doute briller le plus. Entre le retour de Dead Space, de Resident Evil 4, d'Alone in the Dark, mais surtout de Silent Hill, et bien par les dieux, ça s'annonce quand même extrêmement excitant. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voici le bilan horrifique de l'année. Voilà, j'espère que c'était cool, que c'était assez divertissant. N'hésitez pas à faire la propagande de cette vidéo, à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez comment fonctionnent les codes de YouTube qu'on affectionne tant. Non, pas vraiment. Et puis on se retrouve bientôt, alors prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Romain, toujours un immense honneur de partager un petit moment à vos côtés. Mouah, ciao bene les amis.